des massacres de la Saint-Barthélemy et les interrogations que l'on peut poser aujourd'hui en tant qu'historien et historienne sur les mécanismes de la logique massacrante, mais aussi sur les raisons des exceptions qui font que ces massacres ne sont pas effectivement aussi nombreux que peut-être certains ou certaines catholiques ultras l'auraient souhaité ou envisagé. Donc dans un premier temps, il y aura une petite séquence un peu protocolaire où je serai très heureux de céder le micro donc, à nos hôtes. Et donc je donnerai la parole à Sarah Poulsieg pour effectivement présenter un petit peu donc, le cadre. Et puis également donner la parole ensuite au directeur du centre de recherche CRHIA. On a tellement l'habitude de faire l'acronyme qu'on n'arrive plus forcément à tout développer, qui nous fait le grand honneur de nous accompagner donc dans cette soirée. Et puis ensuite, je vous présenterai très brièvement le rythme que nous allons essayer de suivre. Et sans plus prendre de temps, je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Donc, merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette conférence que nous avons donc intitulée Les massacres de la Saint-Barthélemy, Nantes, une exception. Donc, comme vous l'indiquez, Monsieur Lignereux, cette conférence est donc organisée par l'association CEPLA, Culture, Événements, Patrimoine Protestant, en partenariat donc avec Nantes Université, représentée donc ici par Yann Lignereux, directeur de l'UFR d'Histoire, Histoire de l'Art et Archéologie. Donc, je vais vous présenter en quelques mots qui est l'association. Nous existons depuis maintenant 6 ans. Nous avons été créés, l'association a été créée en 2016. En fait, à l'origine, pour donner un cadre aux événements que nous avons organisés pour commémorer le 500e anniversaire de la Réforme. Et donc, depuis, nous avons organisé plusieurs événements. En tout cas, alors, pourquoi nous souhaitons parler de l'histoire protestante ? Parce qu'elle est... Bon, même si on étudie cette histoire en 4e, en 3e, en seconde, elle est souvent méconnue. Et puis, qu'est-ce que je dirais ? Je dirais que ça nous paraît important au regard des enseignements que peuvent nous donner l'histoire, en tout cas de porter à la connaissance du grand public, parce que c'était vraiment l'objectif de l'association, c'était de s'adresser vraiment à un public très large, voilà, de porter à votre connaissance les traces et l'impact de cette histoire sur l'histoire nationale de France. Et puis, l'autre volet de notre association, c'est de raconter l'histoire du protestantisme en Loire-Atlantique. Alors, pourquoi ? Évidemment, tout le monde connaît l'édit de Nantes, 1598, mais l'histoire de notre région ne s'arrête pas à l'édit de Nantes. On se rend compte que cette histoire est très riche et foisonnante, d'où notre souhait de la partager avec vous. Voilà, en tout cas, je vais donc maintenant redonner la parole à Monsieur Lignereux qui va vous présenter tous nos intervenants. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Alors, juste avant, j'avais deux informations à vous donner. La première, réservez du temps après, à l'issue de la conférence, puisque Monsieur Foa, qui nous fait l'honneur d'être là avec les autres intervenants, vous propose une séance de dédicace donc, de son livre. Et puis, donc, la librairie Calvin est présente ce soir pour mettre à disposition les livres de Monsieur Foa. Donc, la séance de dédicace se passera dans la salle juste à côté de la salle Lanoux. Et la deuxième chose, c'est que nous vous invitons aussi à visiter une exposition permanente qui a été installée l'été dernier sur l'histoire du protestantisme, qui est donc située à votre droite en sortant de cette salle. Voilà. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Je reprends très brièvement le micro pour donner la parole donc, à Eric Schnackenbourg, directeur donc, du CRHIA, et je ne développe pas l'acronyme pour ne pas m'empêtrer dans les sigles. Merci Yann. Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreuses venus pour cette conférence. Je remercie bien sûr le Temple protestant de nous accueillir. Je suis très heureux à titre... je dirais, académique et à titre personnel de cette nouvelle collaboration, puisque nous avions déjà fait une conférence au château en 2017 sur, évidemment, la commémoration
naissance de la réforme, donc avec monsieur Nicole. Donc je suis heureux de voir que les grands événements sont marqués par des rencontres, car c'est aussi la vocation de l'université et du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique, voilà, de diffuser auprès du public et à titre personnel. Je suis heureux d'ailleurs de voir qu'il y a plusieurs collègues, membres du laboratoire qui sont dans l'assistance, et c'est pour moi très important de nous ouvrir à la société civile et au public, et de ne pas rester simplement entre universitaires dans parfois notre tour d'ivoire, et de nous préoccuper peut-être de problèmes qui sont un peu microscopiques finalement. Donc merci beaucoup au Temple protestant de nous accueillir. Merci également à l'association Culture Événements Patrimoine protestant en Loire-Atlantique d'avoir organisé cette conférence, ainsi que bien sûr mon collègue et ami Yann Lignereux. Je remercie également les intervenants locaux, nantais ou venus d'un peu plus loin. Et je voudrais aussi dire simplement, quand j'ai réfléchi à cette conférence finalement, c'est toujours la question qu'on se pose en histoire. On se dit, mais au fond, pourquoi? J'étudie ça, mais au fond, pourquoi? Et je crois que ce qui m'est revenu, c'est que la question justement de la Saint-Barthélemy, ou peut-être de la non-Saint-Barthélemy en termes de massacre, puisque je crois que l'enjeu est ici, c'est aussi une manière de réfléchir à l'essentialisation des individus en tant qu'individus inscrits dans une religion. Les catholiques massacrent les protestants. Oui, il y en a eu. Et finalement, l'individu reste un individu, et sa confession, bien sûr, l'incite à agir, mais en même temps ne lui impose pas un comportement. Et je pense que ce qui est intéressant dans le cas nantais, et nos intervenants qui sont des grands spécialistes vont nous parler de ça, c'est justement montrer que finalement il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité au massacre de celui qui n'a pas la même religion que vous. Mais écoutez, espérons que ce message soit entendu au-delà des murs de ce temple, au-delà des murs de Nantes et au-delà de la France. Je vous souhaite une bonne soirée. Bien, donc très rapidement, pour dire deux mots de l'organisation de cette soirée. Dans un premier temps, il y aura une conférence de Jérémy Foa que je vais présenter d'ici quelques minutes. Et à la suite de cette conférence, il y aura une table ronde pour présenter différentes facettes de l'histoire des Saint-Barthélemy, différentes histoires de l'événement, afin d'éclairer les perspectives et à chaque fois bien mille et une façons de comprendre et de rendre raison de ce qui peut être un petit peu inexplicable vu l'ampleur de ce qui s'est passé. Donc je vais présenter très brièvement nos invités. Je commencerai par Jérémy Foa, qui nous fait le grand honneur et le grand plaisir d'être parmi nous ce soir. Jérémy Foa est maître de conférence habilité à diriger des recherches à Aix-Marseille Université. Ses travaux portent sur les guerres de religion, et sa thèse, qui a été publiée en 2015 aux presses universitaires de Limoges, portait sur un aspect à la fois technique mais essentiellement quand même politique, qui étaient les commissions d'application des édits de paix entre 1560 et 1572. Mais ce qui nous intéresse bien évidemment aujourd'hui, c'est le livre qui est paru en 2021, Tous ceux qui tombent, sur une révision, une réinterprétation, une lecture avec des sources nouvelles, avec une focale différente d'une histoire qui nous semblait bien connue depuis des travaux fondateurs, qui est le grand massacre parisien de la Saint-Barthélemy. Et donc, dans un premier temps, il s'agira de comprendre une logique massacrante et la façon dont l'histoire peut revenir sur des dossiers qui semblaient pourtant bien établis. À la suite de cette conférence, une table ronde réunira Emmanuel Auger, professeur certifié en poste dans le secondaire, dans une commune qui s'intitule le Vallon de l'Erdre, ou les Vallons de l'Erdre. Vallon de l'Erdre, voilà, puisque c'est une nouvelle commune, donc on n'est pas forcément habitué complètement à son nom, donc c'est à Saint-Marc-la-Jaille, ex-Saint-Marc-la-Jaille, voilà. Et donc qui a réalisé sous ma direction il y a quelques années un très intéressant master sur justement la Saint-Barthélemy nantaise, et d'interroger les raisons d'une sorte d'anomalie, mais dont on verra qu'elle est fort heureusement plus partagée que cela à l'échelle du royaume. Pour accompagner cette discussion et pour varier sur des échelles, puisqu'on aura une échelle parisienne, on aura une échelle provinciale, il s'agira avec Fabrice Micallef
mon collègue donc, de Nantes Université, maître de conférence, travaillant également sur la période des 16e, 17e siècles, mais avec une échelle plus histoire internationale, relations diplomatiques, mais dont les travaux portent aussi fortement sur les enjeux des guerres de religion à l'échelle internationale. Il s'agira d'élargir un petit peu la focale d'analyse et de voir comment la Saint-Barthélemy est-elle aussi une exception dans une Europe traversée par les conflits et les violences religieuses. Mais nous avons pris un peu de retard, donc je ne serai pas davantage plus long. Et je vais donc laisser la parole à Jérémy Foa pour une conférence de 30 minutes, s'il te plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous parler de la Saint-Barthélemy, un événement qui, a priori, peut sembler très connu. Quand on interroge les Français, tous ont une idée assez vague, mais une idée en tête de ce que c'est que le massacre, on va dire les massacres de la Saint-Barthélemy. Je voudrais commencer par quelques éléments de contexte pour planter le décor avant de rentrer dans quelques exemples de victimes et de bourreaux de ce massacre. Quand la Saint-Barthélemy surgit, à Paris, dans la nuit du 23 au 24 août 1572, ça fait 10 ans que les Français s'entretuent. Ça fait 10 ans que le royaume de France est entré dans une période qu'on appelle les guerres de religion, qui durent de 1562, massacre de Vassy, à 1598, édit de Nantes. Donc la Saint-Barthélemy, ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ça fait plusieurs années que des conflits, souvent des guerres, opposent catholiques et protestants qui représentent peut-être, mais rien n'est très certain en ces siècles reculés, 10% du royaume de France. Sur 20 millions d'habitants, on peut dire qu'il y a 2 millions de protestants en France, alors évidemment plus dans le sud que dans le nord, même s'il y a encore des détails différents. Un certain nombre de guerres ont opposé catholiques et protestants, mais quand la Saint-Barthélemy surgit, au mois d'août, on est en paix. Ça la rend d'autant plus surprenante, d'autant plus inattendue qu'on est au moment de la paix de Saint-Germain, qui a été signée en août 1570 entre catholiques et protestants, à la volonté de Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, femme de paix, qui depuis qu'elle est au pouvoir, elle est au pouvoir depuis la mort de son mari Henri II en 1559, elle a des fils qui sont jeunes, le roi de France, Charles IX. Catherine de Médicis essaie, tant bien que mal, de réconcilier catholiques et protestants en érigeant des édits de paix, des édits de pacification qui donnent la liberté de conscience aux protestants et liberté de culte. Il y a eu une dernière guerre de religion très vive, 1568-1570, où les protestants ont été persécutés, interdits de conscience, bannis de Paris et des grandes villes de France. Et puis la paix de Saint-Germain, à nouveau liberté de conscience et liberté de culte. Catherine de Médicis veut aller plus loin, enraciner cette paix. Et comment on scelle une paix sous l'Ancien Régime de manière assez classique? Par un mariage. Ce mariage, il va unir sa fille, Marguerite de Valois, catholique, dite la reine Margot, enfin dite par Alexandre Dumas la reine Margot, elle n'a jamais été appelée la reine Margot au XVIe siècle. Marguerite de Valois, catholique, avec le leader militaire des protestants, Henri de Navarre, futur Henri IV. Le mariage a lieu en grande pompe, vous le savez peut-être, à Paris, le 18 août 1572. Donc vous voyez, quelques jours avant le massacre, on est à l'opposé d'un massacre. Quelques jours avant le massacre, on est dans une période de paix, on est dans une période de joie, on est dans une période d'espoir. La France va enfin entrer dans une période de paix et l'héritier qu'on espère de cette union, vous savez qu'il n'y aura jamais d'union en réalité, mais l'héritier qu'on espère de cette union catholique-protestant permettra de réconcilier les Français. Alors, ça ne se passe pas exactement comme ça, vous le savez, puisqu'il y a un événement qui vient tout perturber. Cet événement, c'est le 22 août 1572, c'est l'attentat contre Coligny. Coligny, amiral protestant de France, s'est rapproché du roi de France et à Paris, au Louvre, pour le mariage et les affaires du mariage. En sortant du Louvre, il est arquebusé, un attentat, mais l'attentat est raté. Coligny ne meurt pas,
Il peut désigner la fenêtre d'où le coup est parti. Très vite, l'enquête montre que le coup a été fomenté par les Guises, une famille ultra-catholique, proche de la couronne. C'est à partir de ce moment-là que les événements vont basculer très vite. Les chefs militaires protestants, la grande aristocratie protestante qui est montée à Paris pour le mariage, est convaincue qu'il s'agit là d'un complot, que Catherine de Médicis les a attirés dans un piège pour mieux les abattre. Il menace de reprendre les armes. Il menace de se venger, de lancer une nouvelle guerre, de quitter Paris et de lancer une nouvelle guerre. Alors probablement, mais là rien n'est sûr, dans la nuit du 23 au 24 août, au Louvre, se tient un conseil qui réunit Catherine de Médicis, Charles IX, ses plus proches conseillers, dont les Guises, mais aussi Henri d'Anjou, le duc de Nevers. On ne sait pas trop ce qui se dit, il n'y a pas d'enregistrement évidemment de ce conseil, on ne sait pas trop ce qui se dit. Ce qu'on sait, c'est que, un peu après minuit, des soldats sortent du Louvre, porteurs d'une liste de proscription, se dirigent chez Coligny, abattent Coligny, le jettent par la fenêtre, le décapitent et l'émasculent, puis se dirigent pour assassiner une vingtaine de chefs protestants. Alors difficile d'interpréter le sens de ce geste, les historiens et les historiennes se déchirent depuis 4 siècles pour interpréter ce geste. Je vous donnerai l'interprétation de Denis Crouzet, qui est celle que je suis, qu'il s'agit là, de la part de Catherine de Médicis, paradoxalement, d'un crime d'amour. Pour éviter une nouvelle guerre au royaume de France, pour éviter une nouvelle guerre à ses sujets, elle décide d'éliminer préventivement une vingtaine de chefs de guerre pour maintenir la paix. Un crime pour la paix, qui est un geste politique assez classique dans l'Europe d'Ancien Régime. Il suffit de lire Shakespeare pour savoir que l'assassinat politique n'a rien d'exceptionnel dans l'Ancien Régime. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que ce n'est pas exceptionnel, c'est un geste classique. Bon. Ce qui m'a intéressé, moi, dans mon livre, et c'est ce dont je voudrais vous parler ce soir, c'est finalement pas cette question qui a obsédé les historiens, qui a donné l'ordre de ce massacre, mais comment ça s'est passé concrètement sur le terrain. C'est le cœur de mon livre. Qui a du sang sur les mains? Qui sont les tueurs? Et qui sont les victimes? Ce que j'ai voulu faire, c'est une histoire par le bas de la Saint-Barthélemy qui part de cette idée que, certes, il y a eu des milliers de livres qui ont été écrits sur le massacre, mais la plupart de ces livres s'intéressent à Coligny, s'intéressent à Catherine de Médicis, s'intéressent à La Rochefoucauld, puis disent 3000 morts. On a tué Coligny et puis on a tué 3000 personnes. Je me suis demandé s'il était possible de faire l'histoire de ces 3000 personnes, dans une volonté de rendre leur histoire aux humbles, aux petits, faire une histoire des vies minuscules pendant la Saint-Barthélemy, alors qu'on était toujours passé à côté. On a toujours écrit des histoires de la Saint-Barthélemy vues du ciel. Vues du ciel du côté des victimes, c'est toujours Coligny. Vues du ciel aussi du côté des tueurs, c'est toujours Catherine de Médicis. Il faut partir d'un constat très simple. Catherine de Médicis ignore qui est protestant à Paris. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de liste informatisée qui pourrait la renseigner très rapidement. Il n'y a pas d'état civil protestant qui pourrait lui dire les protestants ressemblent à ça, avec des photos. Les protestants ressemblent à ça, ils habitent à tel endroit, il suffit de s'y rendre. Catherine de Médicis est incapable. Les Guises sont incapables. Charles IX est incapable de tuer 3000 personnes en quelques nuits. Qui est capable de tuer 3000 personnes en quelques soirs à Paris, puis à Lyon, Orléans, Bordeaux, Toulouse? Les voisins. Qui est capable de reconnaître un protestant dans la rue? Les voisins. Qui sait qui ne va pas à l'église le dimanche? Les voisins. Pas Catherine de Médicis, pas Charles IX. Il y a donc un savoir vicinal qui est au cœur du massacre, puisque vous savez que finalement, le cœur de l'angoisse des guerres de religion, le cœur de l'angoisse des guerres civiles, c'est celui-ci. Vous le voyez bien ce soir, rien qui ressemble autant à un catholique qu'un protestant. Physiquement, ils sont indétectables. Et cet ennemi invisible, c'est ça qui suscite l'angoisse des catholiques fanatiques, c'est qu'on ne peut pas les voir, on ne peut pas les détecter. Le loup est parmi nous, disent les curés, déguisé en agneau. Il faut le démasquer. La Saint-Barthélemy, c'est ce geste par lequel on va vouloir démasquer le loup déguisé en agneau.
Alors comment faire cette histoire? Eh bien, je suis allé dans les archives, notamment dans les archives municipales, mais aussi les archives des notaires, qui, au lieu de s'intéresser aux grands, s'intéressent à l'ordinaire, aux hommes et aux femmes ordinaires du XVIe siècle et aux liens qu'ils entretenaient avec leurs voisins. Je vous raconte cette histoire, elle se passe à Toulouse. C'est Antoinette. Antoinette, son mari est mort. Il est mort à la Saint-Barthélemy parce qu'il était protestant. Elle a tout perdu puisque vous savez qu'en plus d'être un massacre, la Saint-Barthélemy est une gigantesque spoliation. À l'issue des mises à mort, on pille les protestants. Antoinette est seule, son mari est mort à la Saint-Barthélemy. Elle se retrouve avec ses 6 enfants. Elle n'a qu'une paillasse sur laquelle elle dort, tout habillée, parce qu'elle n'a pas de couverture. Pour autant, le Capitole, c'est-à-dire la mairie de Toulouse, a besoin d'argent, puisque vous savez que la Saint-Barthélemy a relancé la guerre. Les protestants sont à nouveau en guerre et les mairies ont besoin d'argent pour mener la guerre. Où trouver de l'argent? Chez les rescapés, chez les survivants protestants. Le Capitole envoie donc des commissaires pour aller de maison protestante en maison protestante et arracher aux veuves et aux veufs ce qu'il leur reste. Ils arrivent chez Antoinette, vous avez l'archive sous les yeux, ils arrivent chez Antoinette, Antoinette montre qu'elle n'a qu'une paillasse et ses habits. C'est pas suffisant, ils menacent quand même d'enlever la paillasse pour la vendre à l'encan sur la place publique. La technique qui est utilisée par Antoinette est particulièrement intéressante, c'est pourquoi j'ai voulu vous la raconter. Elle jure qu'elle est catholique. Bon, ça c'est classique. Elle jure que son mari était protestant, certes, mais qu'elle était catholique. Les commissaires ne la croient pas. Et ce qu'elle va utiliser est beaucoup plus original. Elle va montrer les coups sur son corps. Son mari protestant la battait, puisque le mari a droit de correction sur sa femme, si elle n'est pas de la bonne confession. Les coups qu'elle exhibe au commissaire vont lui permettre de garder ses biens. C'est ce genre d'histoire, de micro-histoire, que j'ai voulu raconter pour raconter la Saint-Barthélemy. Cette histoire encore, qu'on trouve aux archives. Alors vous savez, l'état civil a brûlé, malheureusement, il a brûlé en 1871 dans les incendies de la commune, l'état civil parisien, je veux dire. Mais heureusement, on a quelques copies. Vous en avez une sous les yeux. Celle-ci, quand je suis tombé dessus, elle m'a intrigué. Peut-être vous lisez, le 1er septembre 1572 fut baptisée Anne, fille de défunt Guillaume Gautier, en son vivant, menuisier. Alors quand on tombe sur une fiche comme ça, quand on est historien, et tout mon livre est basé sur des petites enquêtes comme ça, c'est intriguant. En général, les parents ne sont pas morts au moment du baptême des enfants. Même sous l'Ancien Régime où la mortalité est élevée, c'est rare que le père ou la mère soit morte. Pourquoi est-ce que ce père est mort ? Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'il est mort le 1er septembre 1572 ? Vous comprenez, moi, ça m'intrigue, 1er septembre. J'espère inconsciemment qu'il est mort à la Saint-Barthélemy, pour avoir trouvé une nouvelle victime de la Saint-Barthélemy. Et effectivement, il est mort à la Saint-Barthélemy. Mais vous voyez comment, en allant aux archives, en commençant à raconter ces petites histoires, on trouve des victimes qui nous attendaient aux archives et dont personne n'avait jamais parlé. Alors pourquoi je vous dis qu'il est mort à la Saint-Barthélemy ? Car quand on va dans les archives criminelles du Parlement de Paris, quelques années auparavant, on trouve les requêtes, les suppliques que les protestants emprisonnés par leurs voisins catholiques adressaient au Parlement de Paris pour être libérés. Et parmi les milliers de requêtes que j'ai trouvées, je trouve celle-ci, vue par la Cour, les interrogations et confessions faites par devant l'un des conseillers d'Issel à ce commis, par Guillaume Gautier, menuisier à Paris, demeurant rue des Prouvelles, prisonnier dans la conciergerie, comme prétendu être de la nouvelle opinion. On a donc dans les archives en 1569, 3 ans avant le massacre, quelqu'un qui s'appelle Guillaume Gautier, qui est menuisier et qui habite rue des Prouvelles. Vous voyez, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Ce Guillaume Gautier est menuisier, il habite rue des Prouvelles. Et puis on a la fin de l'histoire dans un livre que peut-être vous connaissez, qui a été écrit par Simon Goulard. Simon Goulard, pasteur protestant, qui recueille les témoignages de la France entière sur la Saint-Barthélemy et qui raconte cette histoire. Le soir de la Saint-Barthélemy à Paris, il parle de la malice et de la cruauté de la femme d'un menuisier demeurant à la rue des Prouvelles. Homme déjà âgé, fut étrange et monstrueuse, qu'arrêtant la nuit, jeté en la rivière, il se sauva à la nage jusqu'au bord, et de là, ayant grimpé sur de grosses poutres du pont, il vint tout nu, près de la couture Sainte-Catherine, où sa femme s'était retirée chez une sienne parente, pensant y avoir quelque sûreté. Mais, au lieu de le recueillir, sa femme le fit renvoyer et chasser nu comme il était,
de façon que le pauvre homme, ne sachant où aller, et se trouvant le matin sur le carreau en tel équipage, fut bientôt repris et noyé. Vous voyez ici la façon dont j'ai procédé. En recoupant des témoignages, en recoupant des archives, on arrive à trouver de nouvelles victimes de ces vies minuscules qui sont mortes à la Saint-Barthélemy. Je vous en montrerai une autre ici, un prof d'hébreu, professeur d'hébreu qui s'appelle Louis Chéneau. Les notaires se succèdent, les témoins se succèdent devant notaire, on est en septembre 1572, pour dire qu'ils ont vu le cadavre de Louis Chéneau étendu devant le collège de Presles. Ici, on a une nouvelle victime de la Saint-Barthélemy devant notaire. Pourquoi est-ce que les témoins vont devant notaire pour dire qu'ils ont vu le cadavre de Louis Chéneau ? Bien, malheureusement, je vais vous décevoir, mais ce n'est pas pour aider les historiens à faire l'histoire de la Saint-Barthélemy. Ce n'était pas du tout leur but. Quel est leur but ? L'héritage, exactement. Le problème de la Saint-Barthélemy, c'est qu'on a lancé en grande partie les corps protestants à la Seine. Les corps ont disparu. Pas de corps, pas d'héritage. Pas de corps, pas de mort. Une des façons de contourner cette absence de cadavre qui finalement prend au piège les catholiques qui pensaient profiter de leur crime, c'est d'aller devant notaire et de dire « j'ai vu le corps de Louis Chéneau le matin de la Saint-Barthélemy ». Et c'est ce qui se passe ici, je ne vais pas vous le lire, mais voilà. Ici, les témoins viennent dire, et ces témoins vont hériter du poste de Louis Chéneau au collège de Presles. Donc vous voyez, comme avec des mauvaises intentions, si je puis dire, on aide à faire l'histoire de la Saint-Barthélemy quand on ne connaissait pas l'histoire de Louis Chéneau. Bien sûr, une de nos sources fondamentales, c'est Simon Goulart, je vous l'ai dit, qui a écrit ce livre merveilleux dans lequel il raconte des milliers de vies huguenotes broyées le soir du massacre. Goulart avait été très peu pris au sérieux par les historiens parce que le but de Goulart est apologétique. Goulart, c'est un protestant, c'est un pasteur, son but c'est de faire des martyrs, de montrer que le massacre s'inclut dans le grand plan divin en faveur du peuple élu. L'intérêt d'un pasteur, c'est de gonfler les souffrances protestantes. Je suis désolé de le dire ici ce soir, mais là, les historiens sont sceptiques et ont toujours été sceptiques vis-à-vis de Goulart. Or, quand on croise Goulart avec les archives, on se rend compte que même si c'est là œuvre apologétique, Goulart s'appuie sur des choses vérifiables qu'on peut croiser aux archives. Cette histoire, par exemple, qui ouvre mon livre et qui était assez traumatisante pour moi, cette phrase qu'on trouve chez Goulart, le commissaire Aubert, demeurant en la rue Simon-le-Franc, près la fontaine Maubu, remercia les meurtriers qui avaient tué sa femme. Et cette histoire, quand je la lis, elle me blesse, elle m'intrigue. Voilà, c'est un féminicide au moment de la Saint-Barthélemy, un mari qui profite de la Saint-Barthélemy pour se débarrasser de sa femme. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas là une double mort ? Elle est morte une première fois à la Saint-Barthélemy, puis elle est morte aussi parce qu'elle est connue dans l'histoire par seulement le nom de son mari, qui est le nom de son meurtrier. Or, les femmes au XVIe siècle ne portent pas le nom de leur mari, elles portent le nom de leur père. Est-ce qu'on peut dire autre chose que la femme du commissaire Aubert ? C'est ce que j'ai essayé de faire et avec beaucoup de chance et beaucoup de travail aussi, je suis tombé sur son inventaire après décès. Les inventaires après décès, c'est une mine pour qui travaille sur la Saint-Barthélemy parce que les notaires, lorsque les gens sont morts, viennent chez les défunts et font la liste de tous leurs biens dans des perspectives d'héritage. Et ici, vous avez cette archive incroyable qui commence comme ceci, à la requête du commissaire Nicolas Aubert, commissaire examinateur au Châtelet. Nicolas Aubert demande l'inventaire après décès de sa femme. Vous pouvez lire l'archive si vous y arrivez. Bon, si vous n'y arrivez pas, je vous dis le nom de sa femme, le suspense monte. Elle s'appelle Marie Robert. Alors j'ai trouvé son nom et ça peut paraître une contribution bien mineure à la science historique que d'accumuler les noms. Pour moi, il y a ici presque une œuvre pieuse de citer les noms, de les tirer de l'oubli, parce que je vous dis cette blessure de l'anonymat qui est la mienne, et ce plaisir non pas de ressusciter les morts, mais au moins leur donner un nom, leur donner un visage. Mais il n'y a pas que ça. Quand on trouve les noms des victimes, et quand on a le nom des tueurs, on peut montrer que les victimes et les tueurs se connaissaient depuis longtemps. On peut lutter contre cette affirmation qui disait que la Saint-Barthélemy est un massacre commis par une foule anonyme sur des proies anonymes.
La Saint-Barthélemy n'est pas du tout l'œuvre d'une foule en délire qui se jetterait sur des proies qu'elle ne connaîtrait pas. Non, ce sont des voisins qui connaissent leurs voisins, qui savent où ils habitent depuis longtemps, qui savent reconnaître leur visage, qui connaissent leur nom, leur adresse, qui s'en prennent à leurs voisins. Et ça, on ne peut l'établir précisément qu'en retrouvant les noms, en refusant cette idée d'un anonymat du massacre. Qui sont les tueurs? Et bien ici, vous avez un des pires tueurs de la Saint-Barthélemy. Je suis content de citer son nom ici. Il s'appelle Thomas Croisier. Ici, il demande l'inventaire de sa femme, Gabrielle Doulier, en 1583. Grâce à cet inventaire, on pénètre dans sa maison, on voit sa collection d'armes. C'est un vrai tueur, il a un arsenal à disposition, très peu de livres, beaucoup de tableaux, sans doute des tableaux pillés aux protestants. Et le pire de tout, la maison dans laquelle il vit, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, est celle d'une de ses victimes, Mathurin Lussot, orfèvre protestant, qu'il a assassiné de ses mains. Voilà ce qu'on peut faire en allant aux archives, voilà ce qu'on peut faire quand on va chez les notaires. On montre que les tueurs connaissaient très bien leurs victimes et que c'est cette proximité qui a permis le massacre. On peut le montrer aussi en allant dans ces archives qui sont assez incroyables, qui sont les registres d'écrou de la Conciergerie de Paris. La Conciergerie de Paris, c'est la plus grosse prison parisienne. On les conserve depuis 1564. Je vous montre juste un exemple. Parce qu'ici, on a le nom de tous les protestants arrêtés depuis 1568. Les protestants, entre 1568 et 1570, le protestantisme est à nouveau interdit. Eh bien ici, vous avez, si vous voulez, sous les yeux, je le dis vite, mais les années d'entraînement des tueurs. C'est ça qu'il faut comprendre, et c'est là ma thèse. La Saint-Barthélemy est un massacre qui, bien sûr, n'a pas été prémédité. Il n'y a pas un complot. Personne ne savait qu'il y aurait un massacre ce soir-là. Mais il a été préparé. On ne s'improvise pas massacreur de protestants du jour au lendemain. Il faut un savoir et un savoir-faire qui est lentement acquis. Il est acquis en ayant une vie de voisin avec ses voisins. Bon. Mais aussi en arrêtant les protestants. Ici, juste un exemple. Jehan-Mort, je vous lis cette archive. Maître Jehan-Mort, donc vous voyez en haut à gauche, il a le motif de l'arrestation. Il a été arrêté pour hérésie, donc c'est bien un protestant. Je suis désolé, c'est le qualificatif de l'époque. Maître Jean-Mort, naguère avocat en la Cour de Parlement de Paris et à présent domestique de M. de Birac, gouverneur général pour le roi à Lyon, natif de cette ville de Paris et y demeurant en la rue des Prêcheurs. Donc ici, vous avez un nom, Jean-Mort, une profession, avocat, une adresse, rue des Prêcheurs, et puis un petit trésor, amené prisonnier par Thomas Croisier. Les hommes qui viennent tuer, qui viennent chercher les protestants le soir du 23 au 24 août 1572, les avaient déjà arrêtés auparavant. Cela faisait plusieurs années qu'ils les persécutaient, qu'ils les emprisonnaient. Ce qui fait que le soir du massacre, il n'y a aucune improvisation. Ils savent qui frapper, ils savent où aller, ils connaissent les visages des protestants. Et c'est pour ça qu'ils sont si efficaces, entre guillemets. Voilà comment on tue 3000 personnes en quelques jours. Parce que ça fait des années qu'on s'entraîne, qu'on sait reconnaître les protestants, qu'on sait où ils habitent, qui sont les tueurs. Ce sont des miliciens qui avaient en charge la police de Paris, pas 1000 personnes, une dizaine de personnes, qui avaient l'habitude des perquisitions, des humiliations, du harcèlement protestant qui durait depuis 1562 et qui s'était accentué en 1568. Tous sont membres d'une confraternité religieuse à Paris qui s'appelle la confraternité des porteurs de la chasse Sainte-Geneviève. Ce sont des catholiques fanatiques, ils ont le même curé. Ils ont l'habitude de travailler ensemble, c'est-à-dire qu'on tue ses proches avec ses proches, et c'est très important. C'est un groupe d'amis, c'est un groupe de collègues. Ils ont l'habitude de faire des gestes routiniers les uns avec les autres. Dans plusieurs villes, à Toulouse par exemple, ce sont les deux principaux massacreurs, ce sont deux frères. À Paris, c'est un groupe d'amis. À Lyon, ce sont plutôt des collègues. Et tout ceci va contribuer, c'est ce qu'on appelle une des conditions facilitatrices du massacre. Les gestes qu'on commet, on les commet avec des gens qu'on connaît. Et ça va finalement banaliser ou déréaliser ce qu'on est en train de commettre. On n'est pas en train de commettre une horreur, on est avec ses collègues, on est avec ses amis, on est avec son frère. Et son frère, il n'est pas si mauvais. Donc ce qu'on fait, c'est pas forcément si mauvais. Vous voyez comment tout ceci contribue à anesthésier les tueurs dans leur macabre besogne. Je n'ai pas regardé le temps, Yann. Ça reste 7 minutes. Ok, merci. Alors, quand on ouvre les registres de la conciergerie,
On a les comptes, et les comptes sont implacables. Il y a eu plus de 500 arrestations pour protestantisme à Paris entre 1568 et 1570. Et c'est que la conciergerie. Tous les autres, il y avait d'autres prisons, mais on a perdu les registres. Bon. Sur ces quelques 500 arrestations, plus de la moitié ont été effectuées par 3 hommes. Claude Chenet, Nicolas Pezou, Thomas Croisier. Ce sont les tueurs de la Saint-Barthélemy. Ici, on a des militants, on a des fanatiques, on a des stakhanovistes qui s'entraînent depuis plusieurs années. Le registre d'écrou de la conciergerie, c'est la preuve d'un massacre en préparation, mais un massacre qu'on ignorait qu'on allait commettre. Bien sûr, ces hommes souhaitaient la mort des Huguenots, mais ne savaient pas que le soir du 23 août, il y aurait un massacre. Pour autant, ils étaient prêts. Ils étaient prêts car les gestes que vous avez sous les yeux, ce sont les gestes de répétition d'un massacre. La seule différence, c'est une différence inouïe bien sûr, c'est que au lieu de se contenter de jeter les protestants en prison, comme on le faisait depuis des années, on les jette en prison et on les tue aux prisons. Mais l'essentiel des gestes était déjà là. On savait reconnaître les protestants, on savait où ils habitaient, on savait interpeller quelqu'un, on savait se faire ouvrir les portes des prisons par les guichetiers. Tout ceci est incorporé, c'est un savoir-faire. Il y a un habitus des tueurs, et puis il y a aussi un habitus des victimes. Malheureusement, car autant on voit les catholiques agir en groupe, on voit des collègues, on voit une communauté catholique agir et massacrer, autant les protestants sont seuls. Le groupe protestant ne se défend pas. Il y a un effet de sidération. On ne peut pas croire ce qui nous arrive. Mais il y a aussi cet effet d'habitude dont je viens de vous parler. Quand on vient les chercher la nuit du 23 au 24 août, quand leurs voisins viennent les chercher la nuit du 23 au 24 août, ça fait 10 fois que ces mêmes voisins les ont arrêtés, ça fait 10 fois que ces mêmes voisins les perquisitionnent, les harcèlent, les humilient. Et donc les protestants, c'est ça l'habitus de victime, si vous voulez, les protestants anticipent mal ce qui les attend, car ils imaginent que comme d'habitude, on vient pour les emprisonner. Ça va être long, ça va être pénible, la conciergerie c'est épouvantable, ça va coûter cher parce qu'on est rançonné, mais on s'en sort toujours. C'est ça la leçon finalement qu'ont appris les protestants de ces années de persécution, c'est qu'on s'en sort. Eh bien, la différence, qui est une différence inouïe de la Saint-Barthélemy, c'est que là on ne s'en sort pas. C'est qu'il y a un passage à l'acte qui fait que leurs voisins tuent leurs propres voisins. Alors je vais accélérer. Je ne vous montre au passage ici des reçus qui montre que les tueurs sont bien sûr des fanatiques catholiques, mais ça ne les empêche pas de s'en mettre plein les poches. Chaque fois qu'ils arrêtent les protestants, ils confisquent tous leurs biens, mais de manière tout à fait légale. Ici, vous avez un des tueurs qui s'appelle Claude Chenet, qui remet un reçu, une facture, un reçu, pour un cheval qu'il ne rendra jamais, puisqu'il tuera la personne en question. Alors, je vais vite, parce que tout ça, je vous l'avais dit. Quelque chose qui me paraît très symptomatique, c'est ce témoignage qu'on trouve chez Simon Goulard, qui revient très souvent. Il commence toujours ses histoires de mise à mort par ce petit détail. Au début, je suis passé à côté. Les meurtriers sonnent à la porte, tirent la clochette. Et au début, c'est une invention. Goulard, il raconte des histoires, c'est un romancier, finalement, c'est de la fiction. Et puis je me suis dit, après l'avoir relu, qu'en réalité, même si c'est une fiction, parfois la fiction nous livre plus de vérité que la réalité. Et il nous dit quelque chose de très vrai du massacre. C'est un massacre entre gens bien élevés. Les meurtriers sonnent à la porte. Les victimes descendent les escaliers, paisiblement, ouvrent à la porte, car ce sont leurs voisins, ils les connaissent, ils savent bien qu'ils ne les aiment pas. La question n'est pas là, ils savent bien qu'ils les détestent. Mais ils ne les ont jamais tués jusqu'à présent. Donc dans ce petit détail de la clochette, on a une vérité forte du massacre. Ce n'est pas un massacre de mercenaires où des soldats inconnus défoncent des portes de proies inconnues. Non, c'est des voisins qui vont chez leurs voisins et qui sonnent à la porte. Je passe vite pour arriver à ma conclusion. Quand on va, comme je l'ai fait, chez les notaires, j'ai dépouillé tous les registres de notaires, enfin, parce que j'espère tout, mais j'en ai forcément raté, mais une grande partie des registres de notaires à Paris, entre août et octobre 1572, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à Rouen. Vraiment dans les jours et les semaines qui suivent le massacre. Qu'est-ce qu'on trouve ? Mais on trouve des milliers de pages, des dizaines de milliers de documents qui n'ont rien à voir avec le massacre.
Pour un historien, c'est désespérant, car moi, si je passe mes journées à lire cette écriture illisible, c'est pas pour trouver des rentes, c'est pas pour trouver des gens qui payent leur loyer, c'est pas pour trouver des gens qui mettent leurs enfants en apprentissage. Alors c'est ça qu'on trouve. Alors, au début, évidemment, le premier geste de l'historien, c'est de balancer tout ça et de garder que ce qui nous intéresse, c'est-à-dire garder que les documents qui parlent du massacre de la Saint-Barthélemy. Et donc j'en ai balancé plein, même la majorité, hein, c'est 99% des documents parlent d'autre chose. Et puis finalement, je suis revenu en arrière en me disant, mais en réalité, là, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit quelque chose d'une société qui perdure dans le massacre, d'une vie ordinaire qui perdure dans le massacre. Ça nous dit quelque chose qui est très important, qui dit que la majorité des Français, à Paris, à Lyon, à Toulouse, la majorité du peuple, le soir, le jour du 25 août, du 26 août, du 27 août, a fait tout autre chose que massacrer. Ça appuie à mes yeux la thèse que je défends dans mon livre, qui est que la Saint-Barthélemy est l'œuvre d'une poignée d'hommes, pas d'une foule catholique, pas du peuple catholique en général. Ça rejoint ce que disait mon collègue tout à l'heure. Il y a là, finalement, et ça sera ma conclusion, un rappel de la liberté des acteurs. Il y a les acteurs qui tuent et qui ont choisi de tuer. Les tueurs ont choisi de tuer. Ceux qui n'ont pas tué, vous les avez sous les yeux, ils ont fait autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire acheter un cheval le 24 août 1512 devant notaire? Est-ce que c'est la preuve d'une société égoïste qui regarde ailleurs pendant qu'on massacre son voisin? C'est une interprétation possible, et probablement c'est vrai dans certains cas. Ce que ces archives disent, c'est qu'il y a une vaste gamme d'attitudes possibles devant le massacre. Il y a un pôle, ce sont les tueurs. Ils ne sont pas très nombreux. Il y a un autre pôle, ce sont les sauveteurs. Il y a aussi des catholiques qui ont sauvé leurs voisins protestants. Ici, vous avez un exemple d'un faux certificat de catholicité. Devant notaire, les voisins d'Augustin Cerise, protestants notoires, acceptent en plein massacre de la Saint-Barthélemy de se déplacer pour jurer que leur voisin, qui est un huguenot bien connu, est catholique. Et il lui sauve la vie. C'est un faux document, hein, et c'est très grave de mentir devant notaire au XVIe siècle. Donc qu'est-ce que disent ces archives? Elles disent que d'un côté, on a une poignée de tueurs, de l'autre, on a une poignée de sauveteurs, et au milieu, on a tout un marais d'attitudes possibles, de gens qui ont profité des massacres sans tuer, de gens qui se sont réjouis en silence sans profiter, de gens qui ont été dégoûtés en silence sans pour autant oser protester. Tout ceci est l'humaine condition face à une crise paroxystique. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que même dans une crise aussi forte que la Saint-Barthélemy, aussi paroxystique qu'un massacre comme la Saint-Barthélemy, demeure une marge de liberté. Certains ont choisi de tuer. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'y a pas une culture catholique qui s'imposerait à tous les Français, hein, et qui les rendrait aveugles et les pousserait à tuer. Non, il y a des catholiques, il y a une majorité de catholiques qui n'a pas tué. Ceci insiste et aggrave, à mes yeux, la responsabilité de ceux qui ont choisi de tuer, et nous permet, nous, de juger aussi. Car rien de plus faux que d'imaginer que pour des hommes du XVIe siècle, c'est normal de tuer ses voisins. C'est pas normal, même au XVIe siècle, de tuer ses voisins, même s'il est protestant. Il y a une morale au XVIe siècle, il y a la Bible au XVIe siècle, il y a des lois au XVIe siècle. Les tueurs ont choisi de tuer, ils ont été condamnés moralement par grand nombre de leurs contemporains, et je pense qu'il est important aujourd'hui de se souvenir de ceci. La liberté demeure, celle de protester, celle de sauver, ou malheureusement celle de tuer. Je vous remercie. Bien. Merci Jérémy pour cette conférence magistrale qui montre à la fois le travail de l'historien et ce que ça peut engager aussi comme réflexion en tant que citoyen, quelle que soit effectivement l'époque ou le lieu où l'on vit. Et donc c'était effectivement assez magistral en termes d'enseignement. Il y a un mot qui a été effectivement prononcé par Jérémy et par Éric, qui est ce mot d'intention, qui est effectivement la motivation donc, de la geste massacrante. Et si on a bien compris avec Jérémy
comment elle pouvait fonctionner en tant que mécanique préparée. Il s'agit effectivement aussi de s'interroger pourquoi, dans des lieux, cela n'a pas marché ainsi. Quelle est la part de la détermination du contexte ou de l'extérieur dans le passage à l'acte ou le renoncement ou son indifférence. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé intéressant dans l'organisation de cette soirée de donner la parole à Emmanuel Auger pour nous parler justement d'un non-événement, d'une Saint-Barthélemy qui ne s'est pas passée, et donc de nous parler de ce cas singulier qu'il connaît bien, qui est la situation nantaise. Donc je lui laisse la parole pour une présentation qui amorcera donc la table ronde. À toi. Bonsoir. Alors, je vais vidéo-projeter quelques documents. Je vais essayer de faire court, parce que comme ça, on pourra après échanger et puis laisser la parole aux autres. Et comme ça, je rassurerai Yann Lignereux. Donc, pour revenir d'abord sur des éléments de contexte, parce que finalement, on pourrait avoir tendance à penser que Nantes ne connaît pas le protestantisme. Nantes serait à l'abri du protestantisme, ou en tout cas du développement du protestantisme. Les exemples sont assez nombreux ils nous montrent bien, ils nous illustrent bien que ce protestantisme est présent. Je vais en prendre quelques-uns. Le premier, parce que l'historiographie attribue finalement l'arrivée du protestantisme en Bretagne et à Nantes avec le voyage du frère de Coligny, François d'Andelot, qui effectue un voyage en Bretagne en mars 1558. Et pour autant, de nombreux exemples montrent et illustrent très bien que bien avant cette année de 1558, il y a déjà des formes de protestantisme qui sont présentes. On a des hommes comme Nicolas Valeton, qui est accusé d'avoir participé à l'affaire des placards en 1534. On a également John Knox en 1548, qui est également soupçonné d'avoir refusé de rendre un culte à la Vierge. Et depuis le bateau dans lequel il se trouvait, il va jeter cette statuette de la Vierge à l'eau. On est là 10 ans avant le voyage de ce personnage, donc François d'Andelot. Donc finalement, Nantes connaît le protestantisme. Dans les années 1560 d'ailleurs seront déterminantes. À partir de 1562, donc début des guerres de région, Jérémy Foal l'a rappelé tout à l'heure, selon Elisabeth Tingle, on a les protestants constituent environ 7% de la population nantaise, soit c'est peu. Sur 250 000 habitants selon Alain Croix, ça reste marginal, mais on a quand même une population qui est présente. Alors, je vais reprendre un petit peu ce que disait tout à l'heure Jérémy Foix sur l'absence de liste. À Nantes, on a une liste des protestants. Alors, cette liste, on ne l'a plus aujourd'hui, en tout cas, elle nous est parvenue de manière dans les archives, on ne l'a pas telle qu'elle. Mais à Nantes, il y a une affaire qui a permis aux Nantais de découvrir qui était protestant et qui ne l'était pas. En fait, tout a démarré en 1560. Un certain Jean Lévesque, docteur en théologie, va être pris à partie dans les rues nantaises. Donc une enquête va être diligentée, des investigations vont être menées chez un homme qui est connu pour ses penchants calvinistes, il s'appelle Bertrand Gélin. Et à cette occasion, un sergent et des morte-paye vont se rendre sur place et ils surprennent un homme qui s'appelle Pierre Gouy, qui est avertisseur, qui est en train de jeter des papiers au feu. Et ces papiers contiennent justement la liste des calvinistes par quartier. Donc les avertisseurs, il faut savoir que ce sont dans chaque terre protestante, les avertisseurs étaient prévus pour transmettre à la population protestante le lieu et le jour des assemblées. Et sur cette liste, 60 noms sont relevés dans ces années 1560, et tous les corps de métier sont présents. On a des serruriers, des apothicaires, des médecins, des drapiers, piagouis et drapiers, des couturiers, des casseurs d'acier, des fourbisseurs. Bref, on a vraiment de tout, quelques nobles également aussi. Donc il y a une inquiétude qui monte à Nantes, qui est très importante, et il y a à la fois cette inquiétude et puis toujours ces signes d'un agacement, de tension entre les protestants et les catholiques. J'en citerai qu'un parce qu'il est plutôt rigolo, c'est en juin 1561, Jean Guichard, maître cordonnier, qui choisit d'arroser, en compagnie de sa femme et de ses serviteurs, depuis les fenêtres de sa maison, les feux et danseurs lors de la Saint-Jean. Donc il jette des seaux d'eau par la fenêtre, et Perrine Mabi, témoin, déclare même avoir entendu ce Jean Guichard traiter les femmes et filles qui dansaient devant ses fenêtres de putains, et il relate qu'il aurait déclaré qu'elle serait mieux au bordel qu'à danser et chanter des chansons de paillardise.
Donc on a des petites tensions comme ça qui existent dans les années 1560 et qui montrent bien que ce protestantisme est présent et il inquiète clairement cette ville de Nantes, puisque les évêques de Nantes demandent à ce que l'on recense déjà les protestants, notamment dans le Pays de Ré. Je vais aller un petit peu plus vite et je vais en venir justement à ce qui nous réunit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire cet appel au massacre. Il va y avoir différents massacres de la Saint-Barthélemy. Jérémy Foa en parlerait beaucoup mieux que moi. Donc il y a le massacre parisien ou les massacres parisiens. Et ensuite, il va y avoir ce que Michelet appelle une saison des Saint-Barthélemy qui va se dérouler durant l'année 1572. Et à Nantes, un courrier arrive, parvient aux Nantais. Ce courrier il est envoyé par un des hommes qui a participé justement à ces massacres de la Saint-Barthélemy. C'est le duc de Montpensier. Donc vous avez ici une copie de la lettre du duc de Montpensier. Dans sa lettre, il est très clair. Il dit, si je résume en substance, vous avez compris ce qui est advenu à Paris. Finalement, il vous faut faire la même chose à Nantes. Alors qui est ce Montpensier ? Montpensier non seulement participe de ces massacres parisiens, mais surtout, c'est le gouverneur de Bretagne, c'est-à-dire le représentant du roi en Bretagne. Donc, quand il envoie ce courrier à Nantes, normalement, vous avez là une copie de sa lettre dans un autre registre. L'intention de Sa Majesté est assez connue pour le traitement qui se doit faire aux Huguenots des autres villes. Normalement, la municipalité nantaise se doit d'obéir à un représentant du roi qui leur donne l'ordre d'assassiner les protestants. Et là encore, je rejoins complètement Jérémy Foa, tout n'est qu'une question d'attitude et de liberté. Puisque les Nantais, quand ils reçoivent cette lettre, vont refuser de massacrer. Alors après, pour essayer de constituer et de comprendre l'histoire de ce refus du massacre, il y a différents problèmes qui se sont posés quand j'ai essayé de comprendre un petit peu la chronologie des événements, puisque finalement il y a une reconstruction qui s'est opérée lors de l'historiographie finalement, tout simplement, hein, notamment au cours du 19e siècle. Alors cette lettre, elle pose différents problèmes. Je vous explique ça en quelques mots. Premier problème, la date. La datation de cette lettre pose problème. Alors, simplement pour vous expliquer, déjà les lettres, comment on fait, nous, historiens, pour pouvoir les consulter ? On va tout simplement aller les consulter aux archives et on a 3 sources à notre disposition. On a les lettres en tant que telles, qui sont conservées aux archives municipales de Nantes. On a un registre sur lequel les lettres vont être recopiées. Et enfin, on a également le registre des délibérations de la commune, lorsque ces lettres sont lues par le conseil municipal de Nantes. Et donc on fait mention des lettres quand elles sont lues, notamment en assemblée générale. 2 historiens du XIXe siècle vont évoquer ces lettres, notamment Stéphane de la Nicolière-Tejero et Alexandre Pertuis, et ils remettent eux en doute la fiabilité de la date figurant sur la lettre. Alors quand j'ai lu ces écrits, j'ai été un petit peu surpris, parce qu'ils annoncent qu'au XXV que vous avez en haut à gauche sur la photographie, on aurait ajouté une unité, donc une barre, un i. Donc ils annoncent finalement que cette lettre ne date pas du 25, mais du 26 août 1572. Le seul problème, c'est qu'ils vont un petit peu plus loin, ils vont nous affirmer que la mention, que cette lettre-là, que ce trait de plume qui a été fait pour falsifier la lettre, ou qui aurait été fait pour falsifier la lettre, a une écriture différente que celle qui a été employée par Montpensier lorsqu'il a rédigé sa lettre. Alors je vous avouerai que voir des différences d'écriture juste avec un trait de plume, ça reste un petit peu compliqué. Prouver la ressemblance de 2 écritures comme ça avec un trait, ça tient un petit peu de la démesure. Et puis, si on regarde, est fait mention aussi, sur un autre endroit de la lettre, est fait mention également d'une date. Et là, la date ne pose pas trop de problèmes de lecture. On n'a pas trop de problèmes sur la datation. Ici, c'est bien écrit du 25e jour d'août. Donc là se pose un problème. On peine finalement à essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Pourquoi ces historiens du 19e siècle vont nous dire que la lettre a un jour de plus ? Vous allez me dire, à un jour près, c'est pas trop grave. Mais finalement, une chronologie fine est importante, surtout quand il s'agit de renoncer au massacre. Et ce qui rajoute un petit peu plus, et ce qui m'a un petit peu plus interpellé, c'est qu'un petit peu plus tard, lors de la copie de la lettre sur le registre qui est effectuée par le greffier Bizel, eh bien, le greffier écrit 26e jour d'août.
Donc finalement, honnêtement, on ne pourra pas savoir ce qui s'est passé, il faut l'admettre aussi. Hein. Quand on est historien, parfois il faut savoir admettre qu'on ne pourra probablement pas savoir ce qui s'est réellement passé, quelle est réellement la date de cette lettre. Et donc il faut admettre que finalement, on ne pourra pas forcément, en tout cas, définir si cette lettre date du 25 ou du 26 août. Du reste, c'est un moindre mal quand on voit ce qui va se produire par la suite, puisque je vais essayer de vous démontrer dans un deuxième temps qu'il y a eu une volonté de reconstruction aussi autour de ce non-événement, c'est-à-dire ce refus de massacrer. Reconstruction parce que certaines allusions à la lettre semblent clairement provenir d'une volonté de transformer les faits en une belle feuille plutôt d'une réelle démarche scientifique. Alors, je vais m'expliquer. Dans le livre doré de l'Hôtel de Ville de Nantes, un curieux détail figure. Il est écrit « L'original de la lettre porterait la trace évidente d'un séjour prolongé dans la poche d'un habit ». Donc si vous prenez un courrier qui plus est date de 1572, bon, elle est quand même bien conservée, hein, cette lettre, hein, je l'admets. Enfin, on voit bien que la trace prolongée dans la poche d'un habit, elle ne se voit pas comme ça à l'œil nu. Hein. Donc ça ressemble d'ailleurs à ce que Michelet a déclaré hein, pour la Saint-Barthélemy troyenne, entre le 27 août et le 4 septembre 1572, il déclare que la ville de Troyes a reçu une lettre ordonnant l'arrêt des massacres le 30 août, mais que celui qui l'apportait va la garder 2 jours dans sa poche pendant qu'on massacre, histoire de continuer les massacres. Donc là, en fait, si on essaie d'y penser, de penser à cette volonté, d'abord, si on essaye de réfléchir à pourquoi on va essayer d'attribuer cet événement, ou de dire qu'on va mettre dans la poche cette lettre, c'est qu'on va essayer ici probablement de centrer autour d'une personne, c'est le maire de Nantes, Guillaume Arrouys. Alors ce qui me pose problème dans l'idée de la scénarisation de ce geste et dans l'attribution ici de cette personnalisation de l'événement, c'est que en réalité c'est son petit-fils Louis Arrouys, qui va être maire de Nantes un petit peu plus tard, entre 1623 et 1624. C'est son petit-fils qui va commencer à essayer de construire une mémoire autour de cet événement, qui va ordonner que 2 inscriptions gravées sur bois figurent dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, et que finalement on va essayer de glorifier le passé de son grand-père. Et d'ailleurs ce passé figure encore sur une plaque, hein, si vous allez rue Arrouys à Nantes, vous voyez cette plaque qui fait mention de ce Guillaume Arrouys qui aurait sauvé les protestants nantais. Seul problème, et je termine là-dessus, même s'il y aura encore beaucoup de choses à dire, c'est qu'il y a beaucoup de zones d'ombre autour de ces lettres qui émanent du roi. On a l'autorité royale envoie une lettre par le biais de Montpensier, le 25 ou le 26 août, on ne sait pas, elle est probablement reçue le 28 ou le 29 août, et en tout cas, elle est enregistrée le 8 septembre. Dans cette lettre, Montpensier ordonne aux Nantais de massacrer les protestants. Un deuxième courrier parvient à Nantes, celui-ci est envoyé par le roi. Il parvient à Nantes probablement aux alentours du 31 août ou du 1er septembre. Dans ce courrier, qui est lu lui aussi le 8 septembre en Assemblée générale, en tout cas qui est registré le 8 septembre, le roi assume complètement la responsabilité de la Saint-Barthélemy et demande l'application de l'édit de pacification de Saint-Germain. Donc finalement, si on essaie de comprendre ce qui se passe, c'est un petit peu coupé, mais si on essaie de voir où est-ce qu'on voit la présence de ces lettres, elles apparaissent partout. Montpensier, on a la trace de la lettre. Le roi, la lettre du roi, on n'a pas trace de cette lettre, mais elle est retranscrite à la fois dans le registre de retranscription des lettres, mais également dans le registre des délibérations de la municipalité. En revanche, la municipalité, quand elle se réunit pour discuter de ces courriers qu'elle reçoit, elle ne cite absolument pas cette lettre de Montpensier du 25 ou 26 août 1572. Donc ils font l'impasse sur ce courrier qui les gêne, qui les dérange finalement, parce que cet ordre de massacrer les met mal à l'aise probablement. Qui plus est, une autre lettre dont je n'ai pas du tout trouvé trace aux archives, selon un historien du début du 19e siècle qui s'appelle Mélinette, une autre lettre du roi serait arrivée demandant de massacrer. Donc si je résume, hein, on leur demande de massacrer, puis de ne pas massacrer, puis de massacrer, et enfin, je termine, de ne plus massacrer. Le roi renvoie une lettre qui est lue également le 8 septembre, une courte ordonnance par laquelle le roi entend faire respecter l'édit de pacification. Donc finalement, là, quand on regarde finalement ce qui se produit, ce qui se passe autour de ce geste, ou de cette non-Saint-Barthélemy nantaise, on voit bien que les hésitations de l'autorité royale, ils sont peut-être pour partie pour quelque chose. Il y a bien sûr d'autres éléments qu'on pourrait citer, mais je vais rendre le micro à Yann. Merci beaucoup. Donc, la question effectivement qu'on peut se poser immédiatement, c'est est-ce que la vie de dizaines, des centaines de personnes tient à ces
Alors oui, j'aimerais bien dire ici ce soir que Nantes est une exception, une glorieuse exception. Mais non, en fait, dans la plupart des villes de France, il n'y a pas eu de massacre de la Saint-Barthélemy. Donc la non-Saint-Barthélemy est la norme, et très régulièrement, localement, on a cherché à glorifier des figures locales. Mon collègue vient de le dire, à Nantes, c'est Guillaume Arouys. À Clermont, c'est le gouverneur qui s'appelle Saint-Hérem, qui lui aussi est censé avoir caché dans sa poche l'ordre royal. À Mâcon, c'est Chabot-Charny. Bon, tout ceci relève de l'histoire des grands hommes, c'est-à-dire ce sont les grands hommes qui massacrent, et ce sont les grands hommes qui permettent qu'il n'y ait pas de massacre. Voilà, Emmanuel vient de le dire, c'est beaucoup plus complexe que ça, un massacre. Alors, évidemment, le rôle des autorités est central, et si certaines autorités incitent, ça peut permettre un grand massacre, mais il y a des dimensions horizontales, notamment le fait que Nantes n'a pas été saisie par les Huguenots en 1562, par exemple, ce qui fait qu'il n'y a pas cette haine qu'on va retrouver à Rouen, à Lyon, à Toulouse, dans toutes les villes qui ont été saisies par les Huguenots en 1562. On n'a pas ça à Nantes. Ceci explique à mes yeux beaucoup plus que l'attitude d'Arouys. Peut-être qu'elle est glorieuse, mais c'est vrai que, Emmanuel vient de le montrer, c'est un peu douteux. D'autant, je me permettrai de rajouter qu'il n'est pas présent lors de la lecture de la lettre le 8 septembre. Alors c'est probablement le clan Arouys qui a participé de ce non-événement, qui finalement devient. Mais Guillaume Arouys n'est pas présent du tout le 8 septembre. Lorsque la lettre est lue en Assemblée Générale, il n'est pas présent dans cette Assemblée Générale du corps de ville. Bien, avec vos deux interventions, on voit effectivement toute cette complexité des événements. Mais si on prend un peu de champ et qu'on essaie de replacer ces violences religieuses dans un contexte européen, j'ai interrogé effectivement Fabrice Micallef pour essayer de mettre en perspective des analogies ou effectivement des cas qui mettraient en singularisation le cas nantais ou le cas d'une manière générale français. Est-ce qu'il y a dans le conflit religieux ouvert depuis les années 1510-1520 des massacres qui ont cette échelle, en tout cas considérable en termes de mort, mais aussi en termes de symbolique dans les différents royaumes travaillés par la question de la division confessionnelle? Merci Yann de me donner la parole. Alors, je vais tuer le suspense de la réponse. La Saint-Barthélemy a été considérée par les contemporains à travers l'Europe comme un phénomène inédit et exceptionnel. Ça a frappé les contemporains, que ce soit dans les pays où on a applaudi la Saint-Barthélemy, en Espagne ou à Rome, ou dans les pays où on a été horrifié par la Saint-Barthélemy, donc essentiellement dans les pays protestants, mais aussi dans certains pays catholiques comme dans la République de Venise. Le fait que dans une grande capitale d'un grand royaume européen, une partie de la population massacre l'autre partie de la population, c'était tout à fait exceptionnel. Pour autant, l'Europe des conflits confessionnels, qui va du début du XVIe siècle jusqu'au milieu, voire la fin du XVIIe, elle est marquée par de fréquents massacres dans lesquels s'expriment des violences religieuses. Mais dans des logiques assez différentes de la Saint-Barthélemy, avec parfois autant, voire plus de victimes qu'à la Saint-Barthélemy, mais dans des logiques différentes. Alors, pour resituer du coup l'exceptionnalité de la Saint-Barthélemy dans ce paysage européen et dans cette chronologie un peu longue, je m'inspire essentiellement des réflexions d'un collègue que Jérémy connaît bien, qui est David Elkens, et qui a mené une réflexion justement plus large sur le massacre pour justement essayer de montrer la singularité de la Saint-Barthélemy. Et ce qu'il explique, c'est que ces grands massacres religieux des XVIe et XVIIe siècles, contrairement à la Saint-Barthélemy, ils s'inscrivent dans une tradition de violence militaire beaucoup plus ancienne, qui remonte au Moyen-Âge, voire à l'Antiquité, et qui consiste, pour une armée qui prend une ville rebelle ou ennemie, à la piller et à massacrer la population en guise de représailles. Et en fait, les grands massacres religieux, les autres grands massacres religieux des XVIe et XVIIe siècles, ceux qui font des centaines et des milliers de victimes, comme la Saint-Barthélemy, ils s'inscrivent dans ce schéma. Alors je vous en donne quelques exemples, vous m'excuserez si j'ai des notes parce que je ne suis pas spécialiste de tous ces espaces.
Premier exemple, en Allemagne, la ville de Münster se révolte contre son évêque, une révolte qui a une forte dimension religieuse puisqu'elle est menée par des anabaptistes, donc un groupe réformateur très radical. Et lorsqu'en 1535, les troupes de l'évêque reprennent la ville, on se livre au massacre d'une partie de la population rebelle, 200 victimes. Autre exemple, un peu plus impressionnant en termes du nombre de victimes, on est en Calabre, donc dans le royaume de Naples, et ici on a un seigneur local qui fait tuer autour de 1500 Vaudois qui s'étaient révoltés pour résister aux inquisiteurs. Autre exemple, lors d'une révolte religieuse assez mal connue, mais qui a beaucoup marqué l'histoire européenne, c'est la révolte des Morisques d'Espagne. Les Morisques d'Espagne, c'est cette population arabo-musulmane qui est là depuis le Moyen-Âge et qui a subi la soi-disant reconquête chrétienne à la fin du Moyen-Âge. Et on les a forcés à la conversion au christianisme, au catholicisme. Et une conversion forcée qui a entraîné toutes sortes de persécutions. En 1568, ils se révoltent. Et lorsque une des villes tenues par les Morisques est reprise en 1570 par les troupes royales espagnoles, c'est la ville de Galera, la population morisque de la ville est passée au fil de l'épée, 2500 morts à peu près. Pendant la guerre de 30 ans, alors là, on a peut-être le massacre religieux le plus terrible en termes de nombre de victimes, c'est le sac de Magdebourg. La guerre de 30 ans, c'est ce conflit politique et religieux qui déchire le Saint-Empire romain germanique de 1618 à 1648, et son acmé en termes de violence religieuse, c'est la prise de la ville de Magdebourg en 1631, Magdebourg, forteresse du luthéranisme, prise par les troupes de la Ligue catholique alors ce sont des estimations bien sûr, Jérémy a évoqué la difficulté de chiffrer tout ça, mais sur à peu près 35 000 habitants de cette ville, on estime que 20 000 ont été massacrés en quelques jours par les troupes de la Ligue catholique. Et puis je donnais un dernier exemple qui montre aussi un massacre commis par des protestants. En 1649, on est dans le cadre de la guerre civile britannique, qui est aussi une guerre de religion, et on est en Irlande, et l'armée d'Oliver Cromwell s'empare de la ville de Drogheda, c'est près de Dublin, où on a une population catholique qui s'est révoltée contre le pouvoir londonien. Les troupes de Cromwell sont des troupes puritaines, protestantes, et il y a une forte dimension religieuse. Dans le massacre, on estime entre 2000 et 3000 victimes. Donc vous voyez, finalement, en termes de chiffres, la Saint-Barthélemy, elle n'est pas si exceptionnelle que ça, mais finalement, la Saint-Barthélemy, comme d'autres massacres perpétrés par des catholiques français pendant les guerres de religion, elle se démarque très fortement des exemples que je viens de donner, parce que on a d'abord l'absence de contrôle des autorités étatiques. Dans les cas que je viens d'exposer, on a une violence souvent d'État qui vient du haut, une violence militaire qui est souvent aussi extérieure à la communauté. Là, pour la Saint-Barthélemy, c'est quelque chose de très différent. On a une imbrication géographique entre les massacreurs et les massacrés. Donc un massacre pour la Saint-Barthélemy qui, contrairement à ce que je viens de dire, échappe au contrôle des autorités étatiques. Alors on a parmi les massacreurs des gens qui sont dotés du statut d'autorité locale, des miliciens, des bourgeois pour la Saint-Barthélemy, mais qui prennent l'initiative. En fait, si on veut chercher des exemples de violences religieuses et de massacres par le bas, je vais aller dans un second temps de ma typologie, un autre type de massacre par le bas qui ne ressemble pas à ce que je viens d'exposer et qui, par certains aspects, ressemble beaucoup plus à la Saint-Barthélemy. Eh bien, il faut aller regarder du côté de massacres perpétrés par des populations rebelles ou par des populations en situation de minorité religieuse qui se révoltent, qui prennent le contrôle d'un espace et qui s'y livrent à des violences religieuses contre leurs adversaires. D'abord, par exemple, durant ce grand conflit qu'on appelle la guerre des paysans dans le sud de l'Allemagne, en 1525-1526,
on a des populations essentiellement rurales, mais pas seulement, qui se réclament des idées de Luther et qui s'en prennent à des membres du clergé catholique. Le nombre de victimes est difficile à estimer, mais sans doute plusieurs dizaines. Pour la France, finalement, la Saint-Barthélemy a aussi des analogies avec des massacres commis par les Huguenots. Alors il y a celui célèbre de la Michelade à Nîmes en 1567, mais on peut aussi mentionner la mise à mort de 94 religieux à Lauzerte, c'est dans le Tarn-et-Garonne, en 1562. Et puis, toujours dans cette typologie de massacres par le bas, qui ont davantage d'analogie avec la Saint-Barthélemy, je reviens à l'Espagne et je reviens à la révolte des Morisques, mais cette fois aux violences commises par les Morisques. On est dans le royaume de Grenade, donc au sud de l'Espagne, en 1569, et au début de la révolte, dans les villages qui entourent Grenade, les Morisques massacrent beaucoup de membres du clergé, du fait d'une rancœur accumulée à cause des conversions forcées dont je parlais tout à l'heure. Ici aussi, le nombre de victimes est difficile à estimer, mais il se compte sans doute en dizaines, peut-être voire en centaines. Donc là, ici, on retrouve davantage peut-être de caractéristiques communes avec la Saint-Barthélemy, l'initiative populaire, avec un encadrement d'autorité locale, l'importance de l'interconnaissance. Comme pour la Saint-Barthélemy, et c'est essentiellement aux analyses de Jérémie qu'on doit cette reconnaissance, c'est que ce sont largement des massacres de voisinage, et aussi des violences qui, davantage que dans le cadre des grandes mises à sac dont j'ai parlé d'abord, des violences qui prennent la forme d'une théologie appliquée, pour reprendre une expression de Denis Crouzet. C'est-à-dire que la manière dont on donne la mort est censée avoir une forme de didactique religieuse. Pour la Saint-Barthélemy, Denis Crouzet l'a très bien montré, du côté des catholiques, le corps des hérétiques est soumis à des supplices qui sont censés anticiper les tourments qu'ils subiront en enfer. Et du côté protestant, la violence se concentre sur les clercs, que ce soit dans le cadre de la guerre des paysans ou dans le cadre des massacres en France. La violence se concentre sur les clercs, qui sont vus comme les symboles d'un christianisme dévoyé et prostitué. Pour les Morisques, on vise le clergé parce que c'est lui qui a été l'acteur de ces conversions forcées. Donc, la Saint-Barthélemy, finalement, elle combine certains aspects des deux types de massacres dont j'ai parlé. Elle est davantage proche des deuxièmes, mais il y a une légitimité qui vient du haut quand même, puisque les tueurs de Jérémie ils se réclament quand même de l'autorité royale en partie. Il y a plusieurs centaines de victimes. En termes de chiffres, on se rapproche du premier modèle, mais d'un autre côté, une forte dimension horizontale de la Saint-Barthélemy qui rapproche du deuxième modèle, avec l'initiative locale et l'importance de l'interconnaissance. Donc si originalité de la Saint-Barthélemy, il y a, et elle a sauté aux yeux des contemporains, elle est finalement dans cette hybridation entre ces deux grands modèles, et c'est ce qui fait sa particularité. Merci beaucoup Fabrice pour cette remarquable synthèse d'une cartographie massacrante à l'échelle européenne sur presque plus d'un siècle et demi. C'est remarquable, donc on ne voudrait pas abuser trop de votre patience et réserver un petit temps d'échange avec le public, mais j'aurais une dernière question à Jérémie Foa, puisque son livre, effectivement, il se distingue par la qualité, l'érudition et véritablement la prouesse archivistique et le regard d'intelligence critique qui est porté dessus, et de nombreux prix ont salué véritablement cette œuvre de grand historien, et c'est un ouvrage majeur désormais dans l'historiographie de la Saint-Barthélemy. Mais à plusieurs reprises, et en particulier dans sa conclusion, il a évoqué une responsabilité de l'historien, une forme d'éthique dans cette préoccupation de nommer les morts, d'identifier tueurs et victimes. Et ça m'a fait penser à un ouvrage qui, pour les Nantais, est peut-être un peu connu, c'est l'ouvrage d'Yvan Jablonka sur Laetitia. Vous savez, ce fait divers terrible. Et il y a dans les dernières pages de ce travail d'Yvan Jablonka un propos qui m'intéresse à réfléchir et qui nous questionne, nous les historiens, puisque Jablonka, en faisant l'histoire donc de cette victime, nous rappelle que la vocation de l'historien, ce n'est pas forcément de ressusciter les morts, il n'en a pas la faculté, et ce n'est peut-être pas non plus, on va dire, son sens scientifique. Mais il y a cette belle phrase, c'est dans l'incapacité de pouvoir effectivement ressusciter les morts
la tâche de l'historien, c'est d'enregistrer les ondulations que fait à la surface de l'eau un corps qui tombe et qui disparaît. Et je trouve que cette image-là, je voulais savoir, Jérémy, si tu la partages, comme une sorte d'éthique de responsabilité qui va au-delà de l'érudition, mais qui est un engagement aussi moral pour les victimes d'aujourd'hui, les victimes d'hier, et pour espérer peut-être prévenir celles de demain. Oui, merci beaucoup Yann pour cette mention, parce que j'ai lu aussi cette phrase chez Yvan Jablonka, que je vous incite tous à lire si vous ne l'avez pas fait, aussi bien l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, qui est magnifique, qui est sur l'histoire de ses grands-parents déportés et assassinés à Auschwitz, et puis Laetitia, cette histoire, et puis cette image à la fin, les ronds dans l'eau. Il a cette belle phrase que je partage aussi, qui est qu'un des rôles de l'historien, c'est de ne pas seulement raconter des morts, leurs morts, mais raconter des morts, leur vie. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est-à-dire que très souvent on réduit les morts à leur mort. Et donc ils meurent deux fois dans cette histoire, parce que ce qu'on dit d'eux, c'est simplement le moment où ils ont été fauchés par leurs assassins. Et c'est très réducteur d'une vie de s'arrêter là. Et malheureusement, les sources des historiens, elles prolifèrent là où il y a tragique. Et quand on peut beaucoup plus faire facilement l'histoire de ces moments tragiques où les gens meurent que l'histoire de leur vie. Pourtant, il me semble que oui, l'historien a ce devoir, qui est un devoir de vigilance, qui est un devoir aussi de nommer les morts pour qu'ils ne sombrent pas définitivement dans l'oubli. C'est quelque chose qui, pour moi, effectivement, est très fort. Bien, merci beaucoup. Donc, je propose à Charles de faire Monsieur Loyal dans la scène pour distribuer la parole à ceux et celles qui souhaiteraient effectivement interroger donc, nos collègues sur les différents enjeux de leur présentation ou sur effectivement toutes questions, bien évidemment, que vous auriez envie de leur poser. On est obligé de se déplacer, je pense. C'est un filaire non aussi, donc ou sinon vous levez et d'une voix de stentor vous remplissez cette salle. Faire un résumé de la question, parce que je pense que oui, monsieur souligne le fait que dans de très nombreux massacres et dans de très nombreuses violences, il y a une grande partie de cupidité, et notamment une motivation économique, et il mentionnait la rafle du Veldiv. Je pense que c'est très vrai, la Saint-Barthélemy est une gigantesque spoliation, hein, les Huguenots se font absolument tout piller. Je pense que pour autant, il est important, une fois qu'on a dit ça, de dire et de redire que les motivations de la Saint-Barthélemy sont des motivations religieuses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire trop longtemps une historiographie à réduire la Saint-Barthélemy ou d'autres violences à des motivations économiques, à la cupidité, et en partie pour dédouaner le religieux de sa capacité à tuer. Je pense qu'il est important de regarder ceci en face. Au XVIe siècle, et c'est Denis Crouzet qui l'a rappelé magistralement, à des phénomènes religieux, il faut chercher des causes religieuses. Le cœur de la violence au XVIe siècle, c'est l'angoisse eschatologique, hein, c'est cette angoisse qu'éprouvent les catholiques relative à leur salut. Le pillage existe bien entendu, mais ce n'est pas la motivation première, vous l'avez dit, c'est plutôt, une opportunité qui est déclenchée par la situation de massacre, mais qui, elle, a été motivée par l'angoisse religieuse. Alors, je vous invite plutôt à vous déplacer si c'est possible, parce que
Autrement, vos questions ne seront pas entendues par la salle, à moins que vous ayez une voix très très portante. Venez, n'ayez pas peur. Alors moi, du coup, ma question, c'était, vous parlez beaucoup de... Tant qu'à faire. C'est bon. Super. Du coup, vous parlez beaucoup de femmes qui ont été victimes lors de ces massacres, notamment donc, de féminicides. Est-ce que vous avez trouvé trace dans vos recherches de meurtres qui auraient été commis par des femmes ? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Alors, non. Les tueurs, quand on les connaît, sont des hommes. Ceci étant, une partie des violences post-mortem, après la mort, qu'a mentionné Fabrice, à savoir, vous savez que dans les massacres, il y a toujours un au-delà de la mort. Dans les massacres de la Saint-Barthélemy ou tous les massacres des guerres de religion, on ne se contente pas de tuer les protestants. On les énuclée, on les éviscère, on les émascule, on leur arrache les yeux. Bon. Ces violences-là sont très souvent commises post-mortem par des enfants ou par des femmes. Donc il y a ici, surtout les enfants, l'image de l'innocence de la main de Dieu qui vient enfin dire la vérité de Dieu sur le cadavre de l'hérétique, et les femmes aussi participent de ce genre de violence. Mais les violences à proprement dans la mise à mort, à ma connaissance, elles sont immensément, principalement, essentiellement masculines. Alors, on a un micro qui peut aller plus loin. C'est la bonne nouvelle de ce soir. Bon, il faut un peu de... Alors moi, Posez la question, là, répète-moi. J'ai compris la question. Ouais, Charles. Est-ce que les enfants de jeune âge... On s'adresse ici. Face au public, vous entendez bien ? Oui. Une question, du coup, c'était est-ce que les enfants, ils sont épargnés ? Est-ce qu'on leur laisse un peu le choix d'être pardonnés de leur croyance par une sorte de rédemption ? Où ils sont massacrés comme leurs parents ou comme leur famille ? Ça a marché. Merci pour cette question qui est effectivement très importante parce que ça dit beaucoup de choses sur l'intention de tuer jusqu'à la source du protestantisme. Non, de très nombreux témoignages montrent que les enfants ont été tués, des femmes enceintes ont été tuées, leurs fœtus, je suis désolé d'évoquer, mais voilà, c'est la vérité, hein, leurs fœtus ont été sortis et assassinés. Donc on tue les nouveau-nés, on tue les enfants. En tout cas, on tue des nouveau-nés, on tue des enfants. Cela n'empêche pas qu'il y a eu aussi des gestes de pitié plus nombreux à l'égard des enfants. On a quelques témoignages qui tendent à montrer que les catholiques ont caché plus volontiers des enfants que des adultes dans cette idée de l'innocence. Sully, par exemple, est enfant, il a 14 ans pendant la Saint-Barthélemy, 12 ou 14 ans, je ne sais plus. Il est caché par le principal de son collège, Jacques Caumont de la Force, qui va devenir maréchal de France, très, très célèbre.
Jacques Command de la Force. Il a 14 ans au moment du massacre. Il est à Saint-Germain. Son père et son frère sont avec lui. Ils sont arrêtés. Son père et son frère sont exécutés sous ses yeux. Il se cache sous leur cadavre. Il survit en se cachant sous leur cadavre toute une nuit en feignant la mort. Et puis, dans la nuit, un pilleur, un profiteur de guerre vient piller les cadavres, voler les bas, parce que c'est les aristocrates, hein, il vient voler le bas de soie du jeune homme. Il s'aperçoit que Jacques Command de la Force est vivant. Il ramène subitement ce profiteur de guerre, change. Hein, et c'est là qu'on voit, c'est ce que Primo Levi appelle... voilà, même les bourreaux ne sont pas d'un bloc. Là, on a quelqu'un qui est un profiteur de guerre et qui retourne un cadavre, s'aperçoit que ce cadavre, c'est un enfant et que cet enfant est vivant. Et là, ce profiteur de guerre décide de ramener l'enfant chez lui. Hein, cet enfant, c'est Command de la Force. Le ramène chez lui, le présente à sa femme et ses enfants. Cette scène, elle est assez émouvante parce que ils sont très pauvres, ces gens, et lui est marqueur du jeu de paume, mais ils s'aperçoivent que Jacques Command de la Force, qui est un aristocrate, il a 4 bagues, des diamants au doigt. Ils acceptent de le sauver à condition qu'il donne tous ces diamants. Donc c'est difficile à interpréter. D'un côté, il le sauve, et de fait, il le sauve. Hein. Ils vont le raccompagner en dehors de Paris. De l'autre côté, voilà, ils ont profité de ceci, mais ça montre que voilà, les deux éléments. On a tué des enfants sans aucune pitié, des massacreurs n'ont pas hésité à jeter des nouveau-nés à la Seine, à massacrer des femmes enceintes. Mais on a aussi sauvé plus d'enfants que d'adultes. Alors, ça marche. Parce qu'il y a eu un massacre de Saint-Barthélemy ce soir sur la technique, mais ça revient pourvu que... Pour vous répondre de manière très claire, absolument pas. Après, je précise que ce travail-là, alors c'est un mémoire de maîtrise, donc c'est le fruit en fait d'un travail de à peu près 3-4 mois aux archives à m'arracher les yeux comme Jérémy Foa. Et puis après un travail de rédaction, parce que j'ai soutenu en juin. Donc finalement, c'est un travail sur un temps court, mais qui pour autant est passionnant. Et donc ce qui m'intéresse, je rebondis par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, ce qui est absolument fascinant, c'est finalement de se retrouver face aux archives qui nous disent beaucoup, parce que c'est des sources assez abruptes, hein, ces registres. Honnêtement, ils ne nous disent pas grand-chose en tant que tels, mais on peut toujours essayer de les faire parler, les tordre, essayer d'aller voir un peu ce qu'il y a derrière ces écrits, parfois un peu techniques. Et donc finalement, on peut même aussi trouver une humanité, hein, parce que le greffier s'amuse de temps en temps à rajouter quelques mentions complémentaires. Donc voilà. Mais non, absolument pas de rapport avec l'édit de Nantes, non. Non, j'ai pas trouvé ça du tout. Non. Par contre, si je rebondis sur la remarque, je me permets aussi, il y a cette notion, David Elken s'en parle, Jérémy Foa aussi, mais cette notion de tolérance civile qui émerge assez... À Nantes, on a des petits signes comme ça d'une espèce de mini-tolérance civile. Alors en temps de trouble, c'est particulier, parce que la tolérance civile peut plus facilement s'exprimer quand on est dans une période de calme que quand on est dans une période de trouble. Mais à Nantes, on a des traces, par exemple, de la municipalité nantaise qui confie la construction d'un pont à un architecte protestant. Ce qui semble assez surprenant. Bon, après, évidemment, il est parti, donc d'autres vont tenter de récupérer le marché, mais on a des traces comme ça finalement, on laisse passer, on accepte la différence de l'autre. On parlait de liberté tout à l'heure, mais elle est exactement là, on accepte la différence de l'autre tant qu'il ne dérange pas. Bonsoir. Vous avez parlé de cette angoisse existentielle des catholiques pour leur salut ou leur rédemption, mais en quoi justement cette angoisse du salut s'est retournée sur les protestants de cette manière si violente et assassine?
Bon, la réponse que je vais vous faire, hein, je la tire des travaux de Denis Crouzet qui ont révolutionné la manière dont on a compris la violence religieuse du XVIe siècle. Le cadre général, c'est une immense angoisse de fin du monde qui monte parmi les chrétiens depuis la fin du Moyen-Âge, la conviction que l'Apocalypse est proche, et qu'elle va être marquée par un affrontement titanesque entre les forces du bien et du mal. Et les hérétiques sont perçus par les catholiques comme ces forces du mal qu'il faut combattre à la veille de la fin des temps. Et donc, dans l'interprétation la plus zélée de ce combat, les catholiques considèrent, en tout cas les catholiques les plus extrémistes, les plus zélés, considèrent que gagner leur salut passe par mener ce combat contre les ennemis de Dieu. Et ces ennemis de Dieu, du coup, qui ne sont plus considérés comme des humains. Hein. Il y a tout un processus discursif qui s'enracine dans le quotidien de déshumanisation de l'autre aussi. Hein. Quand on arrive à tuer une personne, c'est qu'on a été travaillé pendant des années par des sermons de clercs catholiques extrêmement radicaux qui ont sans cesse répété l'idée selon laquelle les protestants sont des loups déguisés en brebis et que la seule manière de plaire à Dieu, c'est de les massacrer. Hein. Je veux juste rajouter ce point parce que je pense qu'il vous intéressera que pour Denis Crouzet, l'angoisse religieuse explique aussi bien la violence que le passage au protestantisme. Car pour Denis Crouzet, c'est précisément pour se désangoisser que Luther puis Calvin ont inventé le protestantisme, car de cette angoisse gigantesque qui a saisi les chrétiens à la fin du XVe siècle sur que faire pour être sauvé, comment être sauvé, quelle procession faire, quel hérétique tuer pour être sauvé, quelle croisade faire pour être sauvé, Calvin apporte une réponse assez simple. Il n'y a rien à faire pour être sauvé. Dieu seul sauve. Et cette réponse, Dieu seul sauve, est un immense désangoissement. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que l'œuvre de Denis Crouzet est si magistrale, hein, et qu'elle explique par ce concept clé de la fin du XVe siècle aussi bien l'explosion de violence des guerres de religion que l'adoption d'une nouvelle confession religieuse pour des raisons de désangoissement. Pour les protestants, c'est ce que dit Denis Crouzet, on n'a pas à attendre le jugement dernier. Le jugement dernier a déjà eu lieu en un sens. Dieu a déjà choisi. Ça s'appelle la prédestination. Et tout ceci désangoisse finalement. Tout ceci libère en partie l'homme du poids du salut. Bonsoir. Ça marche quoi? L'origine de ces armes, est-ce que ce sont une origine militaire ou alors un équipement civil de personnes qui s'arment par elles-mêmes? Et est-ce qu'on a trace de protestants qui se défendent peut-être plus pas de la bataille rangée évidemment, mais d'une défense personnelle en fait? Merci pour ces deux questions très intéressantes. Les bourgeois partout en France, les villes de bourgeoisie ont le privilège de s'autodéfendre. Donc les bourgeois ont, c'est le cas à Paris, mais c'est le cas dans les grandes villes du royaume, ont des armes chez eux, leurs propres armes, donc toutes sortes d'armes, des armes à feu, des couteaux, des épées, des arquebuses. Quelqu'un comme Thomas Croisier, il a plus d'une vingtaine d'armes chez eux. C'est très important pour les bourgeois. Le privilège de conserver leurs armes à domicile est un privilège sur lequel ils ne lâchent jamais. C'est vraiment la défense de leur liberté. Et la deuxième question, c'était... Ah voilà. Et c'est ça qui est très étonnant. Très peu. Les Huguenots ne se défendent pas collectivement. Les seules traces de défense qu'on voit, c'est des Huguenots qui se barricadent chez eux pour essayer d'éviter l'irruption des massacreurs. Et le geste ultime, on le trouve à Orléans, il est dramatique, mais il est efficace. C'est quelqu'un qui met le feu à sa propre maison pour échapper à cette heure et qui meurt chez lui, libre
Et voilà, les massacreurs ne rentrent jamais chez lui, mais voilà, il a mis le feu à son sommier et à sa maison. Est-ce qu'il y a quelques dernières questions? Parce qu'on approche de la fin. Moi, j'en ai une personnellement. Proposition-question, on va dire. Je te l'autorise. Merci Yann. Pour Emmanuel Augier, en fait, s'il n'y a pas eu ce massacre de la Saint-Barthélemy, est-ce que, à Nantes, Guillaume Herwis avait-il intérêt à scier la branche sur laquelle il était assise? Ne voulait-il pas la paix civile dans sa vie et continuer à commercer avec des négociants du Nord qui venaient d'ailleurs relâcher dans la baie de Bourgneuf pour ramener le sel en Hollande, lui-même qui était négociant d'ardoise en Espagne. Voilà, c'est une contribution-question. Et dernière, où est-ce qu'est vraiment passé ce texte? Dans sa poche ou dans un tiroir? Excellente question. Pour où est passé le texte, je pense qu'il faut accepter de ne pas avoir de réponse. En revanche, pour Guillaume Herwis, effectivement, on est avec de toute façon une élite commerçante, marchande, avec des marchands de la Hanse qui viennent régulièrement à Nantes. On a des Espagnols aussi qui sont présents. Et souvent, il fait mention dans de nombreuses délibérations, il est fait mention qu'il ne faut surtout pas en fait montrer qu'il y aurait des gens de la prétendue religion réformée. Donc finalement, oui, je pense que en fait, c'est dans l'idée de tolérance civile, il y a aussi la défense d'intérêt. La ville, la municipalité est récente et elle a tout à fait intérêt à maintenir un ordre dans sa ville, un intérêt à la fois commercial, mais aussi l'intérêt lié à son existence même. Ce qui est assez curieux dans cette désobéissance, c'est qu'elle a désobéi pour obéir. Et moi, c'est toujours cette ambiguïté qui m'interroge. Elle a désobéi à un représentant du roi pour obéir au roi. Donc en fait, elle désobéit au roi pour obéir au roi, si on essaie de comprendre plus concrètement ce qui se passe. Et finalement, je pense qu'effectivement, derrière cette idée-là, il y a à la fois la défense d'intérêts commerciaux, et là je vous rejoins tout à fait, et puis d'ailleurs, ils refusent, à un moment, les protestants cherchent à pouvoir s'établir et à établir une maison de prière dans Nantes, et on leur refuse l'accès à une maison sur la fosse, parce que tout simplement, donc le port de Nantes, tout simplement parce que c'est le fief de l'évêque. Donc bon, on ne va pas aller mettre des protestants dans le fief de l'évêché, ça ne serait pas terrible. Donc finalement, ils vont les mettre loin dans le Marchix, et puis après, du côté de la Chapelle-sur-Erdre, mais il y a toujours cette idée, effectivement, que le protestant peut exister du moment qu'il ne gêne pas. Et je pense qu'effectivement, Guillaume Herwis, ici, a probablement aussi cherché, lui, comme son clan, parce qu'il n'était pas présent le 8, mais à défendre des intérêts bourgeois et marchands, oui, tout à fait. C'était juste pour récupérer le micro, pour dire que cette proposition est l'objet effectivement d'une construction commune, donc avec nos hôtes de l'association. Il me semblait, voilà, une politesse absolument tout à fait juste, de laisser donc le dernier mot de la fin à ceux et celles qui nous ont accueillis ici et qui nous ont permis effectivement de pouvoir rassembler ces chercheurs dont j'espère que cette présentation vous donnera envie d'aller voir leurs livres et de plonger dans les arcanes de leur recherche. Donc je vous laisse la parole pour le mot de la fin. Bon, merci beaucoup, Monsieur Lignereux. Donc merci à tous nos intervenants. C'est vraiment un grand honneur de vous recevoir. Et puis je voulais aussi remercier chaleureusement Charles Nicole, qui a été le maître d'œuvre de cette conférence pour l'association. Voilà, donc la soirée continue, puisque nous vous invitons à nous rejoindre dans la salle de nous si vous souhaitez faire dédicacer le livre de Jérémy Foard. Donc la librairie Calvin est présente à l'entrée du temple pour vous vendre le livre. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter donc, le site internet de l'association pour être au courant de nos futurs événements qui ne sont pas encore déterminés, mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc bonne fin de soirée à vous et merci. J'ai oublié de vous donner une dernière information pour vous dire que l'association donc, est constituée principalement de bénévoles. Donc n'hésitez pas à participer voilà, à l'activité de l'association et aux frais de cette soirée. Il y a 2 corbeilles à votre disposition à la sortie du temple. Merci.